Messieurs de la presse, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour cette petite causerie qui fait suite à une conférence de presse donnée par M. Jean-Pierre Théodore-Omiac, ancien maire de la ville de Matoury, auquel j'ai succédé en 2014, qui était accompagné de son avocat, maître Moustapha Kiter, et qui, à l'approche des élections municipales, a fait croire qu'il avait été blanchi de tout, et qui a aussi fait croire que j'avais passé mon temps à l'attaquer tous azimuts sur des sujets divers et variés. Alors, je considère que là encore, nous sommes face à des déclarations qui sont tendancieuses, voire mensongères, et le but de mon explication de ce matin, c'est d'apporter à la presse et aux électeurs de Guyane quelques éléments de précision. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par ce qui a souvent été dit, que j'ai manifesté une forte volonté de diffamer M. Jean-Pierre Omiac dans l'intention de l'envoyer en prison. Alors, je rappelle, pour reprendre l'historique de ce qui s'est passé, que le soir de mon élection, le 30 mars 2014, j'ai été interviewé par le journal de la place, France Guyane, et je voudrais simplement rappeler une toute petite phrase qui figurait parmi la déclaration que j'avais faite à l'époque, où je disais, alors le journaliste a écrit, menaçant de faire éclater plusieurs scandales autour de Omiac, il précisait finalement, en parlant de moi, il précisait finalement, pour l'instant, je ne dirai rien. Je vais continuer à être respectueux. Matoury a besoin de se réconcilier. Je dis bien, Matoury a besoin de se réconcilier. Et le journaliste concluait en disant, c'est aussi cela la magie de la politique. Alors je dis bien que l'objectif, ça n'était pas d'aller faire du ramdam et puis de mettre M. Omiac en difficulté, puisque je considérais, après avoir été élu par des gens qui ont apprécié ma liste, mais aussi par des personnes qui jusqu'alors travaillaient aux côtés de M. Omiac, qu'il n'était pas nécessaire d'entamer des procédures en justice dans le seul but de lui mettre en difficulté. Alors, je voudrais simplement rappeler que cette coupure de France Guyane se trouve dans ce rapport d'investigation qui relate des investigations menées par un détective privé sur les mois de février et mars 2014. Bien évidemment, tout ça, c'était aussi fait avec l'argent des impôts que payent les contribuables de Matoury. Alors, la question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir, est-ce que les choses auraient pu être autrement? Est-ce que les choses auraient pu se passer différemment? À cette question, j'ai envie de répondre oui, simplement parce qu'entre 2008 et 2010-2011, j'étais dans l'opposition à Matoury, et durant cette période, je n'ai cessé de recevoir des courriers anonymes, bien sûr. J'ai essayé de garder quelques enveloppes, hein. On peut regarder les dates, on va voir que c'est daté de 2010, c'est daté de 2009. Voilà, ce sont les enveloppes qui contenaient les courriers que je recevais à l'époque. Et les courriers, heureusement que je n'avais gardé un certain nombre, qui sont ici, au nombre d'une vingtaine. Alors on avait l'impression d'être dans un vrai thriller, parce que les gens, comme vous le voyez là, faisaient des coupures de journaux pour pouvoir reconstituer des phrases, pour m'expliquer un petit peu ce qui se passait. Et j'ai toujours pensé que là où les personnes qui me donnaient ces informations étaient des gens qui étaient très très proches de la direction de la mairie de Matoury, parce que dans ces courriers figurait un certain nombre de détails extrêmement croustillants sur le système qui avait été mis en place à l'époque par mon prédécesseur, qui parle d'argent, comment l'argent est géré, les interactions qu'il y avait entre les uns et les autres. De toute évidence, je dis, c'est encore une fois quelque chose que je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier, parce que mon objectif n'était pas du tout de mettre mon prédécesseur en difficulté. Sur cette vingtaine de courriers, là où les personnes qui m'écrivaient à chaque fois me disaient « Monsieur Serville,
nous sommes un groupe de personnes qui vous donnent des informations. Il faut que vous puissiez écrire au procureur, au préfet ou alors à la Chambre régionale des comptes, même de manière anonyme. Moi, je m'étais posé la question de savoir, ces personnes qui me demandent de faire des lettres anonymes, pourquoi est-ce qu'elles ne les feraient pas elles-mêmes? C'est-à-dire que plutôt que de m'envoyer à moi ces éléments d'information, elles auraient pu les envoyer directement auprès du procureur ou auprès du préfet de l'époque. Et donc, je n'ai pas réagi par rapport à ça parce que je considérais que l'ambition que mon équipe portait, c'était de sortir de cette situation, de sortir de ce contexte qui était fait de gabegies, de fêtes, de voyages. Tout était bon pour pouvoir s'amuser à Natori, mais de pouvoir faire en sorte que l'argent des contribuables soit géré avec plus de parcimonie et plus de sérieux. Et c'est exactement ce que nous avons fait durant les 3 premières années et demie que nous avons passé à la tête de cette collectivité. Nous avons profité pour payer les dettes, pour nous occuper des écoles, pour nous occuper de la dette du SDIS, de la dette de nos entreprises, etc. Enfin, on a tenté et on a réussi à mettre en place une gestion extrêmement rigoureuse et sérieuse. Dans la foulée, il se passe quoi? Lorsqu'on entend dire que M. Serville a attaqué tous azimuts, il s'est passé quoi précisément? Il me semble qu'il y a eu 3 dossiers de fond essentiellement, sur lesquels je n'ai pas pu ne pas réagir. Le premier dossier, c'est la plainte en diffamation pour des propos que M. Roumillac avait tenus sur un plateau télé pendant la campagne. Il était tout à fait normal. Quand on m'accuse d'avoir mis le Grita à sac, quand on m'accuse d'avoir mal géré des collèges où j'étais passé alors que mes supérieurs hiérarchiques me donnaient des satisfecit, et bien il était tout à fait normal que je puisse attaquer en diffamation. Alors, vous savez comment ça se passe? Vous allez au tribunal, il y a des parties qui sont condamnées en première instance, qui font appel, et puis souvent vous arrivez jusqu'en cassation, et en cassation on va vous dire, ben oui, on va casser la décision qui condamne tel parce que simplement il y a vice de forme. Alors des fois, le vice de forme c'est 3 fois rien. Mais je ne vais pas m'étaler sur la plainte pour diffamation parce que ce sont des situations pour lesquelles il fallait marquer le coup. Il fallait dire qu'on n'était pas d'accord, parce que souvent on dit qui ne dit mot consent. Et si je n'avais rien dit, certainement que cela aurait pu insinuer le doute dans l'esprit de certains de nos compatriotes. Le deuxième grand dossier que j'ai eu à déposer quand je suis arrivé en mairie, à partir de 2014, ça a été une plainte pour substitution et destruction de documents administratifs. Parce que quand je suis arrivé, il y avait des images qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui montraient des individus en train de brûler des cartons d'archivage. Et personnellement, j'ai constaté, en allant dans les archives de la ville en 2014, qu'il y avait des pans entiers où, de toute évidence, on avait enlevé les cartons et qui n'ont jamais retrouvé leur place. Donc le doute pouvait subsister à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle, avec mon conseiller juridique, on a fait le choix de porter une plainte. Alors bien évidemment, encore une fois, quand vous allez sur ce genre de schéma, le tribunal qui est très tatillon, très sévère, qui va demander des preuves précises de ce que vous dites, il y a toujours une faille qui fait qu'à un moment donné, bon, on considère que les preuves qui sont apportées ne sont pas assez fortes pour pouvoir condamner l'autre. Mais en même temps, je dis, l'objectif, ce n'était pas de faire condamner pour mettre en tôle, c'était de marquer le coup pour dire que là, il y a un vrai souci, qu'il y a un problème. Et durant les 3 années et demie que j'ai passées dans cette mairie, je puis vous donner la certitude que les cartons qui n'étaient pas à leur place ne sont jamais retournés. À ce stade, permettez que je puisse m'interroger sur un petit détail qui est suffisamment croustillant et qui pourrait illustrer les raisons de notre inquiétude à l'époque. En 2017, l'URSSAF fait passer en mairie pour faire un contrôle et les services de la mairie n'ont pas été en capacité de fournir copie des conventions qui normalement avaient été signées en 2005 et qui en toute logique devaient permettre à la mairie de Maturi de bénéficier de certain nombre d'exonérations de charges, de cotisations. Je n'accuse personne, mais quand les services ont fouillé partout et qui n'ont pas réussi à retrouver copie de ces conventions, on peut très bien se poser la question de savoir est-ce que cette convention n'aurait pas péri par le feu comme d'autres documents qui avaient été brûlés à ce moment-là. Je dis bien, je n'accuse personne, ce sont des hypothèses que j'émets
Et j'espère qu'un jour, la vérité finira par se savoir. Et dans la mesure où la mairie n'a pas été en capacité de fournir à l'URSSAF copie de cette convention, l'URSSAF, dans son rôle naturel, a considéré que la convention n'avait jamais été signée et que par conséquent, c'est à tort que la mairie a bénéficié de ces exonérations. Donc l'URSSAF s'est permise de faire simplement une espèce de redressement vis-à-vis de la mairie de Matoury. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une dette de 3 millions d'euros. Mais cette dette, elle a un historique, et ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, et il me paraît important, à ce stade de l'explication, de se poser les vraies et les bonnes questions. Donc ça, c'était le deuxième gros dossier pour lequel on avait introduit une plainte auprès du tribunal. Et puis, le troisième gros dossier, c'est la plainte que j'avais portée au moment où M. Roumillac m'avait demandé de liquider sa pension de retraite. Alors, juste pour dire que ma posture, elle est claire, elle est simple. Quand je suis député de Guyane et que j'arrive à l'Assemblée nationale, que je côtoie les ministres, j'entends des mots et des commentaires à peine voilés de la part des ministres et de la part des membres de leur cabinet, qui laisseraient à entendre qu'en Guyane, les élus font n'importe quoi avec l'argent public, etc. Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'était pas de ma mission que d'aller pousser mes collègues, mes amis, mes camarades élus en direction de la prison de Rémien Montjoly. J'ai voulu m'en garder et je m'en suis bien gardé. Mais bien évidemment qu'en tant que maire, en tant que député, il y avait des situations vis-à-vis desquelles je ne pouvais pas fermer l'œil. Et cette demande de liquidation de retraite faisait partie des sujets vis-à-vis desquels je ne pouvais pas faire mine de ne pas savoir. Et dans ce dossier, il y a quoi? Il y a une situation qui était des plus ambiguës. Une situation inédite où quelqu'un qui a été agent dans une mairie devient maire de la même mairie, où on constate qu'il y a des cotisations qui ont été versées, d'autres qui n'ont pas été versées, que celles qui ont été versées l'ont été avec l'argent de la mairie et pas avec l'argent de la personne qui est bénéficiaire de la cotisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Autrement dit, quand on prend l'argent public pour payer ses cotisations personnelles et privées, ça peut ressembler effectivement à une forme de détournement de fonds publics. Et voyant cela, je ne pouvais pas faire mine de ne pas savoir, sinon en cas de difficulté, on m'aurait taxé d'avoir été complice de cette situation, et donc, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'ai tout simplement fait le signalement, j'ai expliqué ce que j'entrevoyais dans ce dossier-là. Alors je vais vous faire grâce de tous les détails par lesquels on est passé avant que d'arriver à la conclusion, je veux dire, momentanée, partielle de cette affaire-là. Et c'est cette conclusion qui a certainement fait pousser des ailes à mon prédécesseur, qui s'est permis d'aller sur les médias pour expliquer qu'il a été blanchi, qu'on n'a rien à lui reprocher, que tout est nominal et que M. Serville, il fait du n'importe quoi. La réalité, quelle est-elle? Quand je regarde l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, il y a une décision dont je vais vous donner lecture, ça permettra de comprendre. C'est-à-dire que lorsque mon prédécesseur, M. Roumillac, a introduit la demande de liquidation de sa pension de retraite, nous n'avons pas répondu, nous n'avons dit ni oui ni non. Et au bout d'un certain temps, c'est dans le droit administratif, on considère que l'absence de réponse, c'est un refus implicite de la collectivité. Et donc, la Cour administrative d'appel de Paris décide, article 1er, la décision implicite de la commune de Matoury rejetant la demande du 12 novembre 2015 de M. Vettel de procéder à la régularisation de la situation administrative de celui-ci auprès de la CNRACL est annulée. La décision implicite est annulée. Ce qui, ma foi, relève tout à fait de choses normales, convenues, que l'on retrouve régulièrement auprès des tribunaux. Article 2. Il est fait injonction à la commune de Matoury de procéder
dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. X. Je dis bien, on fait une injonction à la mairie de Matoury, dans un délai de 3 mois, de procéder au réexamen de sa situation. On dit bien procéder au réexamen de sa situation. Au regard, d'une part, des droits à pension susceptibles d'avoir été acquis, au regard des droits à pension susceptibles d'avoir été acquis, et là, dans le droit français, les mots ont un sens, il faut leur donner tout leur sens. On ne dit pas au regard des droits acquis, on dit au regard des droits à pension susceptibles d'avoir été acquis. Donc là, il n'y a pas d'affirmation pour dire que le droit est acquis. On demande de réexaminer le dossier et puis de reconsidérer la situation pour savoir si oui ou non les droits sont acquis en fonction d'un certain contexte de l'époque qui lui-même est un contexte assez particulier. Alors, je continue pour ne pas qu'on dise que j'ai tronqué la lecture. Donc, au regard d'une part des droits à pension susceptibles d'avoir été acquis par celui-ci, en exécution des arrêtés du maire de Matoury, le plaçant en détachement au cours de la période du 1er février 1991 au 30 mars 2014, dans les conditions prévues par les textes en vigueur au cours de cette période, et d'autre part, c'est-à-dire au regard d'eux et d'autre part au regard d'eux également, des obligations réciproques de la commune et de son agent quant à la constitution de ses droits et au versement des cotisations de retraite correspondantes. Là, on parle de droits réciproques. Il y a des droits de l'agent vis-à-vis de la commune, il y a des obligations de la commune vis-à-vis de l'agent, l'agent a des obligations également vis-à-vis de la commune. Donc on demande simplement à la mairie de réexaminer cette situation pour remettre les choses à plat. Et de procéder dans un délai de 2 mois à la suite de cet examen, dans la mesure de ses droits et de ses obligations, à la régularisation de la situation administrative de M. X auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous réexaminez la situation et dans la mesure de ses droits et de ses obligations, si on arrive à démontrer que le bonhomme a respecté ses obligations, que la mairie avait des obligations vis-à-vis du monsieur, eh bien, s'il s'avère qu'il fallait régulariser, eh bien, on donne à la mairie 2 mois après la fin de l'examen pour pouvoir procéder à la régularisation. C'est ça qu'il y a de marqué dans ce jugement. Il n'y a pas marqué que X a été blanchi, que X avait raison, que Y avait tort, etc. etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est-à-dire que le conseil juridique de la mairie de Matoury a quand même produit un petit papier qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il reprend, parce qu'il reprend la décision de la Cour administrative d'appel de Paris et ils ont fait une lecture et ils en donnent une analyse littéraire qui vaut son pesant de cacahuètes, parce que là, la Cour administrative d'appel dit le droit, et puis il y a d'autres personnes qui vont donner une lecture de l'arrêt. Et c'est ce que fait le conseil juridique de la mairie de Matoury. Et c'est là où les choses sont quand même piquantes. Parce que ça, c'est un extrait du dossier que nous allons analyser demain lors du conseil municipal. Et concernant ce dossier en particulier, qui est une affaire pendante au tribunal, il y a quand même des choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Et le dossier rappelle quoi? Le dossier rappelle que le 21 juin 2017, M. Roumiac fait appel de la décision du tribunal administratif ayant rejeté ses demandes auprès de la Cour administrative d'appel en se fondant sur, en premier lieu, donc c'est M. Roumiac qui se fonde sur ces choses-là, en premier lieu, une erreur de droit du tribunal administratif qui fonde sa décision sur l'article L231 du Code électoral. Donc là, on va dire que le tribunal administratif de Cayenne s'est trompé. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, j'essaie de comprendre les choses, mais c'est vous dire que la situation est tellement ambiguë que là, on va faire dire que le tribunal administratif de Cayenne s'est trompé et qui se fonde aussi, en deuxième lieu,
sur le fait que le tribunal administratif a jugé à tort les arrêtés de l'époque depuis 1991 qui plaçaient l'intéressé en détachement alors qu'il était devenu maire. Et là, c'était aussi croustillant parce qu'on a vu les courriers où M. Roumillac, maire, écrit à M. Roumillac, agent, et où M. Roumillac, agent, écrit à M. Roumillac, maire. Il n'y a pas une tierce entité qui intervenait dans ces échanges de courriers. Et c'est ça qui nous avait attiré l'attention. On se disait, mais là, il est possible qu'il y ait eu un vrai conflit d'intérêts. Et donc, ça ne rate pas, puisque dans la suite de l'écriture, on rappelle les va-et-vient, le dossier qui est envoyé auprès de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, après ça remonte à Paris, tout ça, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on va lire après dans ce rapport, sur la question relative à la procédure de mise en détachement, parce que je rappelle que le problème émanait de ce point central. Et le rapporteur public, donc la Cour a étudié la question et a suivi les conclusions du rapporteur public. En premier lieu, le rapporteur public a indiqué, premièrement, que cette affaire a mené à trancher une question inédite à sa connaissance. C'est-à-dire qu'en agissant ici, même mon prédécesseur, il a certainement créé une forme de jurisprudence. Ça ne s'était jamais fait avant. Et moi, quand j'ai vu ça, c'est nouveau, c'est bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Il était tout à fait normal qu'en tant que maire, qu'en tant que député, j'interpelle la justice. Celle de savoir si un fonctionnaire en détachement pouvait exercer une fonction électorale au sein de sa commune et que celui-ci a clairement exprimé l'existence d'une incertitude sur la solution retenue. Là, c'est le rapporteur public qui a exprimé l'existence d'une incertitude sur la solution retenue. Et deuxièmement, qu'en l'espèce, et c'est toujours le rapporteur public qui le dit, qu'en l'espèce, la situation était atypique et qu'il était difficilement admissible que M. Roumillac soit à la fois maire et agent de la commune, une telle situation étant source de conflit d'intérêts. Et ça, ce n'est pas M. Serville qui le dit, ça c'est des hommes de loi qui disent le droit tous les jours, qui l'ont écrit. Et on continue, pour autant, c'est là que ça devient encore plus intéressant, pour autant, le rapporteur public a relevé qu'aucune observation ni aucun déféré n'avait été formé par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité face à une telle situation. Et encore une fois, permettez que je vous dise à quel point je suis désolé, je suis sincèrement peiné de voir qu'il y a des personnes en Guyane qui sont affectées sur des postes de responsabilité et qui souvent n'assument pas leurs responsabilités. Parce que cette histoire de contrôle de légalité, moi je peux vous dire que j'en parle depuis 2008, quand j'étais dans l'opposition, je relevais des situations totalement alambiquées qui ne respectaient pas le Code général des collectivités territoriales. Je faisais remonter ces remarques auprès du contrôle de légalité, et puis c'était motus et bouche cousue. C'est-à-dire les services de la préfecture ne réagissaient pas. On laisse filer, on laisse faire. Et puis un jour, on va se réveiller avec la gueule de bois en se demandant mais pourquoi est-ce que la Guyane est dans cette situation? Mais elle est dans cette situation parce que de part et d'autre, il y a des personnes investies d'une mission de responsabilité publique qui n'assument pas correctement leurs responsabilités. En deuxième lieu, le rapporteur public a considéré qu'en tout état de cause, quand bien même les arrêtés portant détachement de M. Roumillac seraient illégaux, ceux-ci étant devenus définitifs, ils ne pouvaient plus être remis en cause. Vous voyez, ça, c'est le droit français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars, il fait quelque chose qui est de toute évidence illégal, qui de toute évidence porte en lui les germes de vrais conflits d'intérêts. Mais à partir du moment où le contrôle de légalité, qui est là pour vérifier la légalité des actes, ne dit rien, mais passe un certain délai, l'acte devient définitif parce qu'il n'a jamais été contesté, il n'a jamais fait l'objet de déféré. Et à l'arrivée, on va bâtir quelque chose qui peut avoir l'air totalement structuré, mais sur une base qui est totalement foireuse. Alors après, je me dis, ok, il n'y a pas de souci, je prends acte, mais il fallait quand même que je fasse la démarche. Parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer à un moment donné, où
où les gens, une instance judiciaire, auraient pu dire, mais oui, mais regardez, là il y a un truc foireux, etc. Le maire Serville, il a signé tout ce qui était nécessaire pour liquider la pension de retraite, alors que le dossier lui-même, il était bâti sur un terrain hautement mouvant, marécageux, pas stable du tout. Et donc, lorsqu'on est face à cette situation, moi, je ne vais pas rester à dire que il pourra, X a gagné, X a perdu. Je dis non, on est face à une situation qui a posé problème au rapporteur public, qui a posé problème à la Cour administrative d'appel, où les gens disent très clairement que c'est une situation atypique, c'est une situation dont ils n'avaient pas eu connaissance avant, c'est la première fois qu'ils voient ça. Ils disent bien que cette situation porte en elle des germes de conflit d'intérêts, et moi je considère qu'en agissant ainsi, j'avais tout simplement fait mon travail de maire et mon travail de député. Après, on connaît bien la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La justice fera son travail, la mairie fera sa part de travail, de réexamen du dossier. Elle a 3 mois pour le faire. Et après sa conclusion, si la conclusion est positive, elle aura 2 mois pour pouvoir régulariser la situation de mon prédécesseur. Voilà la vérité qu'il y a dans ce dossier. Maintenant, l'approche effectivement des élections municipales fait que tout le monde va aller sur le terrain pour dire oui, je suis blanchi, je suis un homme intègre, parce que c'est un terme qui a été répété à plusieurs reprises, je suis un homme intègre. Mais moi je dis, effectivement, je demande à vérifier l'intégrité parce que ces courriers dont j'ai parlé précédemment, qui mettent en évidence un certain nombre de fonctionnements avec de l'argent public, avec des avantages qui en nature, qui en espèces, qui ont été accordés à un certain nombre de personnes. Je prends la précaution de dire que je n'ai pas fouillé, je n'ai pas fait de lettres anonymes auprès de monsieur le procureur. Et là, je puis dire avec le recul, on ne va pas faire croire que c'est monsieur Serville qui a fait ce rapport d'enquête. Je vous dis, c'est le rapport du détective privé qui était payé par mon prédécesseur pour pouvoir aller macréler tout ce qui se passe sur le terrain de Matoury. J'ai même vu que dedans, on venait nous surveiller de notre QG de campagne en 2014. On surveillait le QG de campagne de Jean-Victor Castor aussi en 2014. Mais qu'à ça ne tienne, les faits sont têtus, les coupures de presse sont là, où je disais clairement, et ça sera ma conclusion pour aujourd'hui, que je n'ai nulle intention d'aller retourner le couteau dans la plaie sur la base de ces lettres anonymes, et c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, je le répète, il y a des situations vis-à-vis desquelles je ne pouvais pas rester silencieux, donc j'ai simplement fait le job tel que la loi m'y contraint et m'y autorise. Les électeurs de Matoury sauront, puis j'espère que chacun va pouvoir faire un choix en son âme et conscience. Voilà. J'ai essayé d'être factuel, je n'accuse pas, je dis les choses. Ces documents-là, je peux les tenir à disposition des administrés qui auraient voulu en connaître le contenu, parce que je vous dis, il y a des choses qui sont très croustillantes. Je ne vais pas les mettre sur la place publique, parce qu'ils comportent des noms de personnes qui sont toujours vivantes, qui sont toujours en activité, et je n'ai pas spécialement envie de leur créer des problèmes. Mais je voudrais que de manière objective, que les gens comprennent une fois pour toutes que si j'étais animé de cette volonté de nuire, ben, je me serais délecté avec toute cette paperasse, notamment auprès des procureurs. D'ailleurs, je rappelle que le préfet Eric Spitz, à qui j'avais parlé de ça, m'avait dit « Monsieur le député maire, vous devriez actionner l'article 40 du Code de procédure pénale, parce que si jamais il y a un contrôle a posteriori, on pourrait vous accuser d'avoir été complice de tout ça. » Voilà comment les choses se présentent. Et pour l'instant, je reconnais que je suis en paix avec ma conscience. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Le reste n'est que vanité et futilité. J'en ai fini. Merci.